Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Votre libre antenne au 39 21 pour 1 heure, un petit 3/4 d'heure en fait en direct avec vous pour parler de vous, de vos vies et du sens de la vie. Mais on va en profiter à fond. Quentin et Corentin sont là pour répondre avec bienveillance à vos appels et c'est Julien qui réalise ce soir cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr 39 21 rubrique libre antenne. Allez, ce sont vos témoignages qui donnent sens à cette émission 39 21. Nous sommes à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Ariane. Bonsoir Dame Sophie. Dame Sophie, c'est mignon. Merci d'être au rendez-vous Ariane. Ce soir en plus, je vous avais dit rendez-vous à 23h ce soir. Oui. Et puis voilà, je vous ai fait attendre. On vous a fait attendre 1 heure. Merci à vous. Et on était donc, je rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas pu écouter la libre antenne hier soir, que nous étions ensemble la nuit précédente, on va dire, parce que c'était ce matin très tôt. Oui. En toute fin d'émission, il nous restait 12 minutes toutes les deux. Et puis, j'avais pas le cœur de vous lâcher comme ça quand on commençait à dérouler la plotte de la période que vous traversez et puis on va reprendre un petit peu le fil. Alors je vais rappeler très vite pour les auditeurs où nous en étions. Donc Ariane, vous avez 22 ans, vous avez fait 2 premières années de philo et puis là depuis et qui se sont soldées par un arrêt. Voilà, vous avez arrêté et puis vous avez travaillé dans un supermarché, vous êtes sur Paris pour vos études, mais vos parents, votre famille vivent en province et vous êtes en panne là en ce moment, vous savez plus comment redémarrer le moteur, un peu à rester chez vous et puis il y a vos parents qui arrivent bientôt, je crois la semaine prochaine, c'est ça, ou cette semaine? Oui, c'est ça. Voilà. La semaine dernière c'était mon père, cette semaine c'est ma mère. Voilà, et cette semaine c'est votre maman qui vient de vous voir. Dans 2 semaines. Bon, dans 2 semaines. On en était là au moment où on s'est quitté. Puis j'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui et je pensais aux vertus, aux vertus de vos échecs, parce que vous savez souvent ceux qui réussissent tout comme ça très jeunes, 20 ans, 25, 30, 35, 40 et qui rencontrent un échec ou un revers dans la vie, s'écroulent d'un seul coup plus tard dans la vie. Bon, vous démarrez peut-être un peu difficilement, mais en tout cas vous êtes en apprentissage et peut-être, je me suis dit que vous confondiez l'échec de vos projets avec celui de votre personne. Et donc, c'est vrai que quand on s'identifie en fait à son échec, on a l'impression qu'on est soi-même un raté, mais il y a une différence entre être un raté et avoir raté quelque chose. Donc, il faudrait questionner un peu ce sentiment, parce que c'est un sentiment. L'échec, c'est un ressenti. Entre qu'est-ce qui fait, et je me demandais qu'est-ce qui fait que vous avez ce sentiment d'être en échec, parce que c'est un sentiment très subjectif, qui est complètement distingué de l'échec de votre moi, c'est-à-dire de votre personne. Oui, je comprends bien. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'habitude de l'échec. Est-ce qu'il y a une habitude? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ai l'habitude de l'échec. J'ai l'habitude de ne pas réussir ce que j'entreprends, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. De faire ça et en même temps. Oui. À l'école, par exemple, vous vous sentiez en échec déjà avant le bac? Non, non. En fait, ça remonte depuis très loin. En fait, j'ai une enfance un peu perturbée. Oui. Et pas très, pas très cadrée du tout. Et par contre, on m'a toujours flatté on m'a
m'a dit oui, t'es intelligente, tu vas réussir. Je m'en souviens, on m'a dit oui, tu vas faire Sciences Po, nanani, nanana. Enfin, on m'a dit, c'est mon père. Hein. Oui. Mais et puis après, jamais on a pris Enfin, j'ai été beaucoup négligée. Je considère. Oui, oui, c'est intéressant ce que dit Ariane, parce qu'effectivement, d'un côté, on vous trouvait brillante et on pensait que vous alliez tout faire toute seule, donc vous aviez besoin de personne. C'est ça, exactement. Oui. Et en même temps, il fallait que je supporte des histoires de ma mère, parce que ma mère, elle m'a toujours pris pour sa mère, je sais pas. Elle-même, elle a un problème avec sa mère. Oui. Et du coup, elle est émotivement, elle est très immature. Oui. Complètement immature. Et moi, du coup, j'ai porté le rôle de la personne logique, mature, mais ça depuis toujours, hein, depuis que je me souviens d'exister, quoi. Et du coup, de la personne, enfin, de l'adulte, quoi, de la personne un peu responsable. Et du coup, ça, donc j'ai supporté ça. Puis après, enfin, il y a eu, après, j'ai vécu avec mon père, que avec mon père, mais et du coup, pour moi, je pensais que c'était une sorte de protection, mais en fait, là aussi, enfin, il y a plein de trucs de son côté non plus qui ont pas été réglés et tout ça. Et il m'a transmis ça, tout ça en attisant un petit peu le feu qu'il y avait avec ma mère, parce qu'elle elle m'a harcelée au téléphone, insultes et tout. Des enfin, insultes Ah oui. Ah oui, des insultes, mais des trucs vraiment cinglants, parce que très pointus. Oui. À propos de quoi, par exemple, quand vous êtes... À propos de ma manière d'être, à propos de mon père, de la famille, nanani. Et de tout, de la manière de vivre, de la vie et tout. Enfin. Et ça, c'était pendant vos années lycée ou là, les 2 premières années de fac? Non, ça c'était pendant l'enfance. Ah, pendant l'enfance, à cause de la séparation, quand vous êtes parti vivre chez votre père, c'est là qu'elle s'est déchaînée contre vous? Oui, aussi. Il y a ça. Non, après, c'est une habitude, hein. Elle était un petit peu comme ça. Enfin, je sais pas, il y a l'excuse que, comme quoi, elle est bipolaire, donc c'est vrai aussi que maintenant elle prend des médicaments. Elle est sous traitement, oui. Elle est plus régulée, quoi. Peut-être à l'époque, elle était moins, quoi. Oui. Mais il y a aussi, enfin, oui, je comprends rien. Donc vous avez dû vous construire un peu toute seule, voire beaucoup toute seule, dans un environnement qui était très chahuté, avec des humiliations, j'entends, des insultes, et ça c'est... Et là, effectivement, je comprends mieux votre ressenti d'échec, c'est-à-dire de jamais être la bonne personne, de pas savoir qui est la bonne personne, et pas savoir qui elle est surtout, parce que si ça fluctue, si d'un côté on vous dit que vous êtes quelqu'un de formidable qui va réussir dans votre vie, mais de l'autre, les mêmes personnes qui devraient être bienveillantes envers vous, vos parents, sont capables de vous insulter ou de vous humilier, vous n'avez plus de repères. Mais vous ne savez plus ce qui est vrai en tant qu'enfant. Et puis c'est complètement déstructurant surtout. Ouais. Et alors, vous dites, donc votre père est venu vous voir, votre mère va venir vous voir. Quels sont le sens, quand ils viennent vous voir, quel est le projet? Est-ce qu'ils viennent vous voir pour vous épauler, pour prendre de vos nouvelles ou pour vérifier que vous avancez dans vos études? Comment se passe? Alors, mon père, quand il vient me voir, on va manger beaucoup au restaurant et on boit beaucoup d'alcool. Et on se passe toujours une sorte de contrat, genre cette année tu vas bien travailler et tu auras ceci ou cela. Oui, mais vous êtes encore laissée toute seule avec vous-même, Ariane. Il vient vous voir et en fait, il y a un contrat qui est passé que vous devez remplir seule. Oui, voilà. Bah, oui. Par exemple, là, j'avais l'intention de partir j'avais un vague projet, parce qu'une amie m'a embarqué là-dedans, pour partir dans un autre pays, et il m'a dit, tu fais toutes les démarches, et moi, je t'épaule au dernier moment pour le visa. Et sur le moment, j'étais très, très bien. Je me suis enthousiasmée et tout ça. Mais sauf que le problème, c'est que en fait, le fait même qu'ils soient venus, qu'ils viennent me voir, qu'après j'ai ma mère,
ben, ça me perturbe beaucoup finalement Oui. parce que parce que parce que en plus, enfin, par rapport, par exemple, l'année dernière, c'est là où ça a coupé hier, c'est que l'année dernière, ils sont venus comme par hasard en même temps, mais c'est la coïncidence. Oui. Donc ils étaient tous les deux en même temps. Donc ils sont restés 3 jours comme ça et ils se sont entendus, mais super bien. Ils riaient comme des baleines, deux potes quoi. Enfin vraiment. Et moi, je regardais ça, j'étais ravie, mais en même temps, ben j'étais ahurie quoi, parce que je me disais mais enfin ils font même pas, je sens même pas non mais je sens même pas qu'ils font un effort ou un truc comme ça. Du coup j'ai enduré un truc qui était absurde. C'est absurde ça, il n'y a pas de Il n'y avait pas de sens raison. pour vous. Oui, Voilà. il n'y avait aucun sens. Ouais. Et là, par exemple, quand votre maman va venir vous voir bientôt, est-ce qu'elle vient pour vous aider parce qu'elle sent justement qu'en ce moment vous êtes déprimé, que vous êtes en panne? Non. Ma mère, alors, elle est très drôle. Elle vient parce que bon, je lui manque sûrement, et puis après, elle a plein de problèmes et tout ça. Et puis, en fait, avant de venir, elle m'a fait une sorte de préparation pendant 2 ou 3 mois, un peu menaçante, en disant ah, et si trouve-moi un travail, trouve-moi un travail en France, parce qu'elle est à l'étranger. Trouve-moi un travail en France, on va habiter toutes les deux. J'arrive et je vais rester un mois. Des trucs comme ça tout le temps. Ça vous a stressé. Ouais. Voilà. Vous êtes fille unique, Ariane? Oui. Et qui s'occupe de votre mère par ailleurs? Elle a une famille autour d'elle ou? Non, pas beaucoup. Elle vit seule? Il y a un locataire dans la maison. Parce qu'Ariane, là, enfin, vous portez trop de choses sur les épaules. À 22 ans, construire votre vie quand vous avez une mère qui vous demande de faire pour elle des choses que vous n'avez pas à faire. Vous n'êtes plus dans votre vie, vous ne pouvez pas construire votre vie quand vous devez prendre en charge des adultes. Pourquoi ne pas en référer à votre père à ce moment-là, puisque vous dites qu'entre la communication est bonne, en lui disant écoute, moi j'en peux plus, règle le problème, c'est pas à moi, c'est pas à vous. Mon père, je lui fais pas tant de confiance que ça parce que c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir discuter d'idées et tout, mais c'est pas. Oui, j'entends bien, Ariane, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est pas votre problème, que pour vous sécuriser, parce que là, il faut vous mettre vous en protection, en sécurité, pour pouvoir construire votre vie, c'est les renvoyer à eux-mêmes, à leur vie d'adulte, à leurs responsabilités. Sinon, vous plongez. Je comprends que vous trouviez pas d'énergie pour vous construire, alors même que. Ouais, mais du côté de mon père, c'est pas plus. Oui, c'est pas plus construit, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est pas plus simple non plus. Non, c'est pas plus vu que simple. moi, j'ai vécu très longtemps avec lui, du coup, toute seule avec lui. Oui. Voilà, donc. Après, et puis plein de fois, pareil avec lui, ce qui a été bizarre, c'est que j'ai passé mon enfance, mais genre 7 ans, 8 ans, 12 ans, quoi, des trucs où je disais des trucs de femmes au foyer, quoi. Il faut ranger ceci, il faut faire cela, nanani, nanana. Et jamais il faisait des trucs comme ça. Par comme exemple, si vous aviez un ado, oui. Voilà, à 9 ans, je lui ai dit ouvre un compte épargne pour moi, pour quand j'aurai 18 ans. Fais-le. Il m'a dit non, ça se fait pas. Et je lui ai répété plein de fois. Jamais il l'a fait. À 13 ans, j'ai dit mets-moi dans un internat. Et il a dit non. Et puis après, il a retourné le truc en menace, quoi. Parce que, et voilà. Et donc, en fait, jamais. Et maintenant, ce qui fait beaucoup, c'est que il veut m'aider, hein, peut-être. Enfin, en tout cas, mais il me reproche de pas être heureuse. Mais depuis toujours, il me reproche de pas être super joyeuse et tout. Mais
qu'est-ce que vous lui répondez à ça? Comment vous vous défendez? La dernière fois, je lui ai dit, écoute, sois indulgent, parce que les gens comme toi ou comme une amie qui commence à peine à être heureux, tu viens me faire des reproches à moi, tu vois. Mais Ariane, surtout mettez-le en face de lui-même, du père qu'il est avec vous. C'est-à-dire de l'aide qu'il ne vous apporte pas du tout et du soutien que vous n'avez pas et que vous êtes très seul. Qui est autour de vous? Sur qui vous pouvez compter, Ariane, aujourd'hui? Adultes ou amis? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Est-ce que vous consultez un psy? Voilà. Quelles sont vos ressources? Sur qui vous pouvez compter ou vous reposer aujourd'hui? J'ai des amis. Oui. Quelques amis. Mmh. Et puis j'ai ma tante. Oui, votre tante, elle est solide? Elle peut intervenir pour vous? Oui, mais comme c'est des histoires toujours, en fait, les relations sont très tendues entre les gens, en fait, dans ma famille, j'ai l'impression. Oui, je comprends, Ariane, mais vous avez 22 ans, vous ne pouvez pas tout résoudre et régler ça pour eux, donc c'est les laisser à leurs histoires et que votre tante soit là pour vous en lui disant j'ai besoin de toi parce que toute seule je vais pas m'en sortir. Est-ce que vous voyez un psy, Ariane? Non. Et ce serait bien que vous ayez quelqu'un qui vous accompagne, qui soit vraiment à vos côtés, un adulte, référent, bienveillant, à qui vous puissiez vous confier, qui vous guide dans un réapprentissage. Parce que il semble que vous avez des clés, vous êtes arrivé jusque là et vous venez d'une petite fille sérieuse, ordonnée, qui dans ses parents qui n'arrivaient à plus rien gérait tout. Je pense que vous devez être très fatigué de tout ça déjà, et c'est bien normal. Du coup, il reste plus beaucoup de ressources là en ce moment pour se lancer dans la vie, et il va falloir en reprendre pour aller déposer toute cette souffrance de la petite Ariane, tout ce qu'elle n'aurait pas dû porter toute seule, d'aller le déposer chez un thérapeute, et de les lâcher un peu, ces parents qui ne sont pas là pour vous. Il y a une auditrice qui vous écoute et qui dit elle est très touchante, Ariane. Moi j'ai eu une famille dysfonctionnelle de ce style et maintenant j'ai 35 ans et à l'âge d'Ariane c'était aussi très compliqué. J'ai fait une analyse de 25 à 35 ans et je suis devenue psychologue. Je n'ai toujours compté que sur moi. C'est une belle histoire, ça, à écouter. Et parce que vous êtes très lucide, Ariane, c'est ça qui est terrible et c'est ça qui vous fait souffrir. Souvent, c'est ça qui nous fait souffrir dans la vie. Vous êtes extrêmement lucide sur des parents qui sont complètement dysfonctionnels avec vous, sur une famille, vous pouvez pas compter, vous vous sentez seul, vous trouvez ça très dur, mais cette lucidité, vous pouvez aussi la regarder comme du courage, justement, comme la chance de vous dire je vais construire ce qui va pouvoir me convenir et je vais faire quelque chose de tout ça parce que j'en ai les moyens. Parce que la petite fille en avait déjà les moyens, elle a déjà compris que tout ça tournait pas rond du tout. Ouais. Il y a Victor qui dit elle a un manque de confiance en elle, mais il faut pas qu'elle se décourage. Elle trouvera pas sa place entre ses parents puisqu'elle n'a pas de soutien parental. Donc il y a sans doute quelque chose à lâcher de ce côté-là. Joseph lui ajoute, je pense qu'Ariane a toutes les clés sur ce qui se passe et qu'elle doit avoir confiance en ce qu'elle ressent. C'est le meilleur moyen de faire face. Et ce sont ses parents qui sont plutôt en échec, dit Joseph. Eh oui, ça vous fait rire, mais c'est bien dit. Ouais. C'est vrai parce que y a mes parents, ils m'ont souvent mis plein de tares, mais en fait c'est les leurs, quoi. Oui. Ils m'ont donné ils m'ont donné, oui, parce que finalement je les ai maintenant un peu, mais ils m'ont vraiment dit avec des mots, et c'est ça qui me fait peur, c'est la puissance des mots, parce que moi je suis pas quelqu'un qui sait très bien parler, mais par contre mes parents ils manient vraiment bien, et quand c'est méchant, c'est vraiment c'est épouvantable. destructeur, voilà. Bien sûr. Oui.
Et du coup, en même temps, j'ai peur que les choses dites, elles se vérifient. Enfin, il y a... Non. Non, les prophéties autoréalisatrices, non. Non, il y a rien. Ariane, tout dépendra du crédit que vous allez donner à ces mots-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez ces mots qui sont toxiques pour vous-même, en vous disant que c'est une vérité, que c'est votre vérité, à ce moment-là, oui, ils vont avoir un impact. Mais si vous dites non, c'est pas moi, ça peut pas être moi, parce que moi, je suis autre, et je le sais, et j'entends bien qu'il y a une partie de vous qui sait ça. Vous venez de le dire d'ailleurs, vous avez dit, ils ont essayé de me donner tout ça, mais c'est pas moi. Vous savez qu'il y a une partie de vous. Ils m'ont donné autre chose. Hein. Évidemment, et la vie, et souvent, et c'est ça qui est à la fois triste, tragique et en même temps magnifique, c'est que ces adultes-là qui sont eux aussi dans leurs difficultés, bien sûr, n'ont pas cherché à être malveillants avec vous, c'est qu'ils sont en souffrance et que c'est leur souffrance aujourd'hui qui déteint sur vous. Oui, voilà, mais ce sont des êtres en souffrance. Et oui, parce que quand on souffre psychologiquement, on est complètement autocentré. Et comme vous avez des parents complètement perdus et en souffrance, ils sont tellement autocentrés sur eux qu'ils n'ont pas pu se centrer sur vous. Et il faut que vous puissiez comprendre ça, Ariane, en vous disant que ça leur appartient, que c'est pas vous, que c'est l'expression de leur immense souffrance à vos parents, et que c'est très triste et très dur, que vous ne pourrez pas les soigner. Ça, justement, comme la dernière fois, ils se sont entendus comme larrons en foire. Oui. Et moi, parce que je trouvais que c'était bizarre, mais oui. C'est ça. Et puis maintenant, même avec le temps, ils sont de plus en plus sages et plus... Bien sûr. Moins méchants ou quoi. Mais et puis que vous êtes grande maintenant aussi. Ouais. Vous voyez, vous pouvez. C'est tout l'avantage que vous avez, Ariane, c'est que il y a encore en vous la petite fille traumatisée par tous les mots qu'elle a entendus. C'est pour ça que c'est important que vous soyez aidée en thérapie et que vous fassiez un travail sur vous, ou de démarrer une analyse avec les mots pour aller déposer tous ces mots-là qui vous appartiennent pas. Vraiment pour aller les mettre dans un endroit et ils ne sont pas à vous ces mots-là, mais c'est important que vous puissiez déposer pour retrouver votre langage à vous. On n'est pas ses parents, on a bien sûr quelque chose d'eux, mais souvent on pense qu'on est, et c'est normal à votre âge, qu'on est son histoire. Hein, et alors on fusionne avec son histoire en pensant qu'on n'est rien que son histoire. On est bien plus que son histoire. On vit une histoire, on vit des histoires. Notre vie en soi est une histoire. Mais vous n'êtes pas ça, Ariane. Vous êtes bien plus que ça. Et ça, vous avez à le découvrir. Et puis, comme dit Patrick, avec une telle maturité, elle ne peut que s'en sortir. Vous êtes très mature parce que ce que vous arrivez à voir chez vos parents et à comprendre, et quand je vous parle de la souffrance de vos parents, je sens que vous pouvez l'entendre. Et je vous sens pas complètement victime, c'est-à-dire complètement pieds et poings liés à cette souffrance-là. Non. Et ça, je l'entends bien. Donc maintenant, aujourd'hui, comme vous êtes un peu trop seul et un peu en panne, vous avez surtout besoin de gens à vos côtés, et je pense vraiment à un ou une thérapeute qui soit un soutien pour vous, sur lequel vous vous appuyez comme un guide, comme une canne là, pour gravir un petit peu les petites montagnes qui vous attendent. J'aime bien vous entendre sourire, oui. Aujourd'hui, il m'était venu une idée bizarre. C'était que je pourrais peut-être, quitte à m'isoler, parce que je sais pas, apparemment j'ai besoin de m'isoler mais au lieu de faire ça stupidement comme ça, pourquoi peut-être aller dans un couvent, un truc comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre, mais... Non, dans un monastère, de faire une retraite, voilà, il y a un cadre. Bien sûr. Il y a un cadre et... Ça vous parlerait. Ariane, vous vous sentiriez en sécurité? Oui. Mais juste le
le temps de me reposer, Oui. de me reposer. Oui, ouais, de faire une retraite spirituelle. Voilà. Alors, il y a plein de couvents formidables en France, de monastères. Il y a des guides de monastères pour des retraites qui accueillent comme ça, effectivement, des citadins un peu en panne, un peu perdus quelquefois. C'est pas pour faire, vous voyez, c'est pas un aspect, je veux dire, c'est pas du prosélytisme religieux, c'est vraiment un accueil spirituel pour poser un peu ses bagages. Et vous avez un très joli monastère assez célèbre sur une île en Méditerranée, en face de Cannes et d'Antibes, qui est le monastère de Saint-Honorat. D'accord. Et ça pourrait bien vous plaire, Ariane. Alors, il y a celui-là, et puis il y a près de Fontainebleau, à Avon aussi, le couvent des Carmes, qui fait plein de retraites spirituelles, d'ailleurs de plein d'horizons, parce qu'il mêle du bouddhisme, il mêle du zen, voilà. Donc, oui. Donc, à Avon, A-V-O-N, voilà, près de Fontainebleau. Mais voilà, je vous en cite deux, mais il y en a énormément. Et c'est vrai que ça peut être pour vous un lieu de ressourcement et qui puisse aussi après vous orienter vers un travail plus thérapeutique, parce que là, ce sera un accueil où vous pourrez un peu déposer et trouver, voilà, dans ce silence, beaucoup de bienveillance dans ce silence. Peut-être qu'il y a eu trop de cris autour de vous. Oui, c'est ça. En fait, je suis vraiment très heureuse de parler avec vous parce que vous êtes d'un excellent conseil, mais j'ai pas besoin de parler. Vraiment. Oui, je comprends. D'accord. Donc c'est un peu tôt pour vous. Vous avez d'abord besoin d'aller, j'allais dire, rassurer votre cœur et votre âme, oui, et de lui apporter un peu d'apaisement. Mais faites exactement comme vous le sentez, Ariane. Mais surtout, essayez de prendre une certaine distance avec ce qu'on vient d'échanger là, c'est-à-dire ce sentiment d'échec, ce sentiment d'impuissance, et puis aussi l'histoire de vos parents qui reste celle de vos parents et qui n'est certainement pas la vôtre. Et vous avez la vôtre qui reste à écrire complètement. Il y a Joseph qui dit ce que ses parents ont dit les concerne eux, peut-être d'ailleurs parce qu'ils ont senti aussi qu'Ariane était différente d'eux. Une bonne thérapie et tout ira bien, allez déposer toutes ces mauvaises paroles, dit Joseph. Et pour l'instant, peut-être dans le silence et effectivement la prière, Ariane. Vous nous tiendrez au courant? Vous nous donnerez vos nouvelles, Ariane, Oui. D'accord, parce qu'on est là aussi pour ceux qui sont un peu en panne et voilà, il faudrait pas que vous restiez trop seule, toute jeune à 22 ans comme ça. Merci beaucoup. Merci Ariane d'avoir été au rendez-vous ce soir. Je vous embrasse et faites de beaux projets pour vous, ceux qui vous vont bien. Oui. Au revoir Ariane. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Pour Ariane, il y a Carole qui vous envoie un message pour dire qu'il y a le guide de Saint-Christophe qui répertorie, c'est un répertoire de toutes les maisons qui proposent des retraites en France. Et puis Richard qui ajoute une retraite spirituelle, c'est parfois indispensable pour se relier à son corps et son esprit afin de retrouver le calme mental et faire ensuite le point de son existence. En tout cas, on vous souhaite une jolie retraite à la libre antenne, Ariane. Bonsoir Diane. Bonsoir. Bienvenue. Merci. En fait, après Ariane, c'est Diane. Oui, c'est Diane, c'est joli, oui. J'en ai 66. Et je crois qu'un témoignage va éclairer l'autre. Oui. D'abord, je tiens particulièrement à remercier Corentin. Oui. Je connais cette émission depuis très longtemps. Mon fils était adolescent. Je l'ai perdu en 2015, juin 2015, et à l'âge de 34 ans. Donc, je connais cette émission depuis très longtemps. Je suis une des plus anciennes, on va dire, auditrices. Je vous connais toutes les trois, puis chacune dans notre style, voilà. Vous, exactement. il y a un côté, psychologie très très fin. Vous êtes douce, tout le monde vous le dit. Et je suis contente que ce soit vous. Mais sincèrement, Corentin, il a une écoute, il a une persévérance. Oui, exactement. Une voix douce. D'ailleurs, je crois que je vais lui laisser le micro un jour à Corentin. Je le remercie infiniment. Je lui ai dit, il faut persévérer, vous irez loin. Exactement. Mais je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas, il est très bien, ce garçon. Ah, mais il est tout jeune, Corentin. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est très bien. Il est fin, il est très bien. J'ai eu l'occasion une fois d'avoir aussi Philippe Chartier au bout du fil il y a quelques années. Et c'est quelqu'un qui, en tant que réalisateur, je l'ai trouvé très bien. Les autres, je ne les connais pas, mais
je voyais que quand ça fonctionnait, c'était lui. Alors, cette petite jeune fille que vous voulez envoyer en retraite, faut pas qu'elle aille n'importe où non plus, qu'elle tombe c'est pas dans moi qui veux l'envoyer. dans des trucs pas possibles, vous comprenez? Oui, Diane, je vous arrête, c'est pas moi qui veux l'envoyer. Voilà, faut pas l'envoyer n'importe où. Mais ce n'est pas moi qui l'y envoie. Qu'elle aille chez les cathos, mais qu'elle aille pas ailleurs. Ceci dit, voilà, j'arrive à mes moutons. Elle fera ses choix, et elle fera bien ses choix. Voilà, je lui fais confiance pour ça. Oui, il faut lui faire confiance. Exactement. Voilà, et les mots, c'est important. Alors, j'arrive à mes moutons. Bon, moi, je trempe un peu parce que je fais partie de la famille des comiques. On va dire ça comme ça. Donc, je déroute un peu. Ouais. Ce que j'aborde aujourd'hui, on va dire, j'ai perdu quand même mon fiston en juin 2015. C'est une perte immense, c'est une douleur pas possible. Oui, je crois qu'on peut même pas l'imaginer. On peut pas l'imaginer, on peut que la vivre. Oui. Et je suis avare de ma peine également. Et puis il y a des gens qui tout de suite parlent à l'imparfait, parlent en termes de souvenirs. Moi, non, je ne suis pas dans ce cadre-là. Mais je gère bien mon deuil, je pense, parce que j'ai une dimension deuil assez développée. À 8 ans, j'ai perdu grands-parents. À adolescente, j'ai perdu mon père, qui était mon goût ou je sais pas trop quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais quand j'ai perdu mon père, j'ai pleuré et j'ai plus cru. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Bon, il y a quelques années, j'ai perdu mon grand frère qui était un copain, on va dire. Et puis, ma foi, perdre son fils, d'autant plus, je dis juste un mot, mais je m'arrête là. C'est pas une mort naturelle. Mais je commente pas et qu'on me demande pas de dire ni comment ni pourquoi. Ceci dit, comment je l'ai géré? Je gère, moi je crois aux mots, je suis littéraire, je crois aux mots, à la puissance des mots. Je crois beaucoup, je suis littéraire, je maîtrise sur Baudelaire, les mots, je suis pétrie de littérature, tout ça. Donc c'est ça, c'est par les mots que je gère. Au départ, comment dire, c'est-à-dire par le portable que j'ai eu récemment, c'était pour, il est devenu comme qui flambait, donc avec les gens, je communiquais avec des mots. Après, il s'est tu, je l'ai comparé à une espèce de corbillard. Mais moi, je me suis amusée à envoyer des messages, à exprimer ce que je ressens, des messages, disons, comme c'était pour mon fiston, mais il n'y avait aucun numéro. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Comme si vous lui envoyiez des messages à lui, enfin. Voilà, et puis je les ai gardés, ces messages-là. Oui. Et ça m'exprime. Oui. Après, bon, il y a autre chose que j'ai mis en place. Mais j'ai des livres également que j'avais en 2013, j'ai eu Vivre le deuil au jour le jour, des choses comme ça. Maintenant, je suis à mon Baudelaire et Harmonie du soir. Je suis ce qu'on appelle une mère aussi célibataire volontaire. Donc j'ai des livres, je ne sais pas si vous connaissez, La maternité singulière, Histoire d'amour, des choses comme ça. Donc c'est dire que c'est une perte, c'est la chair de ma chair, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà. Je crois pas que d'ailleurs, enfin, vous avez parlé de gérer. Je crois que il y a rien à gérer, c'est ingérable, hein. Enfin... Non, c'est ingérable. Mais voilà, comment je fais tout naturellement. Je sais qu'il y a une association, mais ça m'a pas plu. On m'a conseillé apprivoiser l'absence. Mais j'ai eu le contact un jour, je rentre dimanche après-midi de chez moi et je trouve un message, apprivoiser l'absence, quelle heure vous convient, je sais pas quoi. D'abord dimanche, j'ai pas envie de parler de deuil et parler avec quelqu'un que je ne connais pas comme ça. On s'invente pas comme ça. Et puis moi, même avec mon entourage, même avec des collègues et tout ça, j'ai évité l'émotion qui peut me polluer, si vous voulez. Je suis restée Ginny. Oui, ça pollue pas l'émotion, Diane. Elle est là, vous pouvez pas la chasser. Quelquefois, j'imagine que quelquefois elle vous submerge. Bien sûr, ça m'est arrivé avec une amie. Oui, tant mieux. Oui, c'est aidant de pleurer dans les bras d'une amie. Quand on a été, je lui ai proposé de m'accompagner pour acheter des choses pour le jour J. Parce qu'elle sait y faire pour les achats, tout ça. On a fait ça une demi-heure. On a été manger quelque part. Après, on a été vers le Sacré-Cœur parce que je suis parisienne. Et quand elle a mis son cierge, on était dans les bras l'une de l'autre. Elle m'a dit on s'en va, j'ai dit non. Mais je gère autrement. Je gère autrement, je gère par les mots et je gère aussi par
apprivoiser l'absence, c'est-à-dire par exemple, il habitait pas chez moi, mais il venait. Donc je savais qu'il y avait des choses qui frapperaient plus à la porte, que ses jambes n'accompagneraient plus quelque part, des choses comme ça. Et puis donc sur une chaise, par exemple, je mets un foulard à moi. Oui. L'absence. Oui. Je sais qu'il s'assoira pas, mais il est là, il est présent. Après, il y a comme une espèce de jeu. Un jour, je me trompe et je mets ma veste à capuche. Ça fait rigolo. Après, comment je fais? Mais il y a des jours où je suis complètement démunie. Et puis bon, j'ai envie de communiquer. Puis bon, je trouve pas quelqu'un avec qui communiquer. Par exemple, j'aurais aimé communiquer dans le cadre de cette émission, mais je n'ai pas nécessairement trouvé l'oreille qui m'écoute comme celle de Corentin. Et donc, puis comme je suis une rigolote, donc on me prend pas au sérieux. Puis les gens sont submergés, c'est pas grave, j'en veux à personne. Il faut prendre des gens comme ils sont, avec leurs limites, avec ce qu'ils sont. Bon, là, je suis au bout du fil et je suis contente. Vous comprenez? Oui, parce que vous vous sentez moins seule tout d'un coup. Voilà, c'est bien. Et Diane, parce que j'entends effectivement, vous citez Corentin, et Corentin, voilà, pourrait être votre fils, et que ça doit vous toucher, bien sûr. Est-ce qu'il y a, alors, je crois que vous êtes parisienne, est-ce que vous avez, je sais pas, la possibilité justement, peut-être alors, je sais pas si vous avez la possibilité de loger un étudiant ou de vous occuper, vous voyez, d'un étudiant proposé. Oui, un chat. Parce que peut-être ce serait aussi quelque chose pour vous de pas rester isolé et de pouvoir nouer un lien avec quelques jeunes ou d'être dans un milieu ou de donner des services dans, je sais pas, une université ou une fac, vous voyez, de pouvoir garder un lien peut-être qui soit un peu comme si vous étiez entouré de fils et de filles. C'était votre enfant, un fils unique. Je suis mère célibataire volontaire. Oui. Voyez-vous, je suis. Oui, donc c'est énorme. Oui. C'est ma vie, c'est la chair de ma chair. C'est mes tripes. Bien sûr. Mais ce que je fais, si vous voulez, ce que vous me proposez, moi je cohabite pas. Mais par ailleurs, je suis militante droit au logement. D'accord. Donc s'il y a des gens qui ont des soucis de logement, ils peuvent aller à la permanence. On est à l'avenue Le Drurola, on a des jours de permanence. Moi j'y vais le samedi après-midi et je les recevrai volontiers. Mais là il s'agit de vous. non, mais là il s'agit de vous. On est en train de parler je ne cohabite pas. Par contre, je travaille également. Je travaille avec des enfants. Ça donne de l'énergie, ça donne de la fraîcheur. Je sais donner beaucoup. Je suis généreuse, mais je cohabiter, non. J'ai mon chat. Il y a Ulysse et il fait le lien. Et il fait le lien. Il fait le lien. Et également, comme Mitterrand le dit, je crois à la force ou aux forces de l'esprit, si vous voulez. Force de l'esprit. Voilà. Et donc vous communiquez un peu avec votre fils alors? Complètement, parce que j'ai tout au bout d'un an et demi. Au départ, j'étais dans la stupeur, si vous voulez. Bien sûr. Et là, ça faisait peut-être un mois où j'ai voulu comprendre. Et donc, je suis rentrée dans mon intégrité de mère. Et puis bon, dans ma légitimité, dans ce que je faisais pour lui, tout ça, et puis ma foi, là je me retrouve, on va dire, je me retrouve moi en tant que personne. En tant que personne, je me retrouve. Qu'est-ce que je fais aussi? À travers des photos, à travers tous les âges. J'ai mis j'ai 2 pièces, effectivement. Donc, j'ai mis des photos au-dessus de ma chambre de différents âges. J'ai mis une photo qui me plaît beaucoup, que je mettrai un jour là où il se trouve, à 10 ans, où il a brodé autour, il a marqué 10 ans, il a marqué son nom, son prénom, il a marqué plusieurs zéros. Et puis, le secret de cette perte, je commence à le pénétrer. Et puis, ma foi, on y croit pas, ça c'est une autre affaire. Mais pour mon fils, j'ai pleuré, j'ai cru, j'ai beaucoup cru, sinon je tiendrais pas non plus. Donc voilà. Et donc là où il se trouve, tout mon temps libre, il est là où il est maintenant. Je communique, je prie. Je suis pas une punaise du bon Dieu, loin de là, mais je crois, je prie, et puis je communique avec lui, en communion avec lui, et puis
ma foi, c'est bien comme ça. Et là où j'en arrive, alors que j'ai une amie, par exemple, quelques semaines avant que moi je perde mon fiston, elle a perdu son mari, mais elle était plus âgée, je trouvais ça normal. Je voulais l'aider, je voulais l'entourer, et du coup je me trouve dans le même bain, que la mort m'attendait au détour. Mais quand je communique avec elle, je me trouve que moi j'avais beaucoup avancé. Et à quoi j'arrive aujourd'hui, à ma vérité, où j'en suis de mon deuil, je dis que apprivoiser l'absence, c'est intégrer la mort du proche dans sa vie. Oui. Pour moi, j'en suis là, si vous voulez demander. Je trouve que c'est pas mal quand même au bout de juin 2015 à maintenant. Oui, enfin, c'est pas une performance, hein, de toute façon, Diane. Donc, c'est pas si c'est pas mal, c'est ce qui vous va. Mais c'est Cocteau qui disait que le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Donc, bien sûr que vous portez votre fils avec vous dans votre cœur et qu'il chemine avec vous. Attention à pas, vous voyez, ça chemine dans notre cœur et en même temps de ne pas vivre au travers de lui, c'est toute la nuance. Non, au contraire, c'est-à-dire des jours où je suis complètement démunie, je reprends mon Baudelaire. Par exemple, une fois pour son anniversaire, et ben, ça s'est terminé en harmonie du soir. Quand on dit ton souvenir en moi, lui, comme un instant soir, c'est présent. Il n'y a pas mieux. Et puis, la poésie, voilà, bien sûr. Ou le spleen. Voilà, des choses comme ça. Par ailleurs, c'est-à-dire, je choque un peu dans l'entourage des gens qui ne me comprennent pas. C'est tellement dur que je m'occupe de ma personne. Je m'occupe de ma personne. Il y a des gens que je choque. Je dis, 1 an et demi, elle a perdu son fiston. Ah bon, elle a trouvé un amoureux alors. Je m'occupe de ma personne. Je m'achète des fringues. Je mets du rouge à lèvres. Je mange quelque chose de bon parce que c'est trop douloureux. C'est insupportable. Mais ça me renvoie à la vie, aux besoins fondamentaux. Ça vous renvoie à la vie, exactement, aux besoins fondamentaux. Voilà. Je suis là. Et quand la mort rôde, on a besoin de se raccrocher à la vie. Bah oui, c'est ça. On sait par exemple, et ça peut choquer, on comprend pas pourquoi souvent au moment des décès, la libido quelquefois fait des bonds, on va dire. Et c'est souvent parce que c'est une pulsion de vie. Pas moi, mais c'est-à-dire mais là vous parlez de Fringogel, ce sont des pulsions de vie et elles sont très importantes. Et c'est tant mieux qu'elles soient là. C'est signe que la vie prend son droit, en fait, son droit à la vie. Oui, voilà. Bien mais sûr. il est toujours présent. Mais bien entendu, ça n'a rien à voir. Ça, après, ce sont des représentations. Oui, merci pour. Parce que c'est lui qui m'a faite. Oui. À travers lui que je me suis faite la mère, la femme, la citoyenne. C'est lui qui a fait tout ça. Parce qu'il a fallu se donner les moyens. Et je me tais. Oui. Comprenez? Voilà. Voilà mon témoignage à moi. Diane, en revanche, dans ce que j'entends quand vous dites, moi, j'essaye de pas ennuyer les autres, etc. Je vous encourage quand même quand c'est douloureux et dur de trouver des bras, une épaule, des gens qui aient de l'affection pour vous et qui vous accueillent dans votre tristesse de maman. J'en ai. D'accord, formidable. Je me donne les moyens que je veux. Oui, c'est important. Je suis coriace. Oui, mais l'émotion, elle est là et elle a besoin. Elle est là, mais si j'ai besoin d'aller voir mon médecin, il m'écoute pendant une demi-heure. D'accord. Merci Diane pour votre témoignage. Merci à vous. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une douce nuit. Merci. Douce nuit à vous. Au revoir Diane. Au revoir. Mais oui, le carillon, il y a Julien qui me l'envoie pas. Mais oui, il est 1h, Julien, c'est exactement ça. Et vous écoutez Europe 1. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 23h, cette fois-ci. Et je vous souhaite une belle semaine. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas et son émission De quoi j'ai l'air.